Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis de vous accueillir comme tous les mercredis. Les vraies voix responsables avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, 47% des Français ont peur d'attraper des maladies à l'hôpital, selon les conclusions de l'étude Germitech BVA 2023 publiée récemment. C'est l'inquiétude principale des Français qui se rendent à l'hôpital. Le risque d'infection ressort au premier rang des préoccupations des Français lorsqu'ils entrent dans un établissement de soins ou réalisent un examen médical. État des lieux avec le professeur Israël Nizan. Et on parlera des solutions aussi qui existent avec Vincent Gardès, qui est directeur général de Germitech. Il sera avec nous pour en parler. Ménopause, tout peut changer. Le gynécologue chirurgien cancérologue Michel Bouly tire la sonnette d'alarme sur le manque de suivi médical des femmes ménopausées, ce qui entraîne une augmentation des pathologies non traitées. Quel traitement adopter? Combien de temps? Quelles sont ses idées reçues? Il sera avec nous pour en parler. Il a d'ailleurs sorti un excellent livre publié chez Michel Lafon. Absolument, que je tiens dans ma main. Robert Laffont. Mettre fin à la précarité face au cancer du sein. Europa Donna France, association contre le cancer créée en 1998, est devenue un acteur majeur de la lutte contre le cancer du sein, reconnu des pouvoirs publics, des décisionnaires de la santé, des politiques, des professionnels de santé et des médias. Explication avec Catherine Ceriza qui sera avec nous, administratrice, je vais y arriver, d'Europa Donna France. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous le disait, 47% des Français ont peur d'attraper des maladies à l'hôpital. C'est donc l'étude, les conclusions de cette étude Germitech BVA 2023 sur cette inquiétude de se rendre finalement à l'hôpital. Et pour en parler, professeur Israël Nizan, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et Vincent Gardès est avec nous. Bonsoir. 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 Bienvenue, vous êtes directeur général de Germitech, qui est une entreprise spécialisée dans la désinfection de haut niveau des sondes et échographiques. Et on va revenir sur ces questions. Déjà, ces maladies nosocomiales, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas qui n'arrivent pas vraiment à les déterminer, professeur, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux? On a peur d'avoir des maladies qu'on a attrapées à l'hôpital. On a très peu de mesures réelles de ces maladies, et les médecins ont une obligation de résultat dans la sécurité des instruments qu'ils utilisent. Ils n'ont pas d'obligation de résultat pour le reste, parce que sans quoi on ne pourrait pas traiter un cancer. Bien sûr. Mais ils ont une obligation de résultat en matière de sécurité. Et donc, chaque fois que quelqu'un porte plainte contre un médecin ou contre un hôpital, parce qu'il estime avoir eu une infection urinaire, par exemple, après une intervention où on lui a mis une sonde, et qu'il est capable de prouver qu'il n'avait pas cette infection urinaire en entrant et qu'il l'a en sortant, il gagne, parce que nous avons une obligation de résultat. Face à cela, les matériels sont de plus en plus utilisés, et bien entendu, quand on a par exemple un échographe dont on va se servir de la sonde pour l'introduire dans des orifices, que ce soit en urologie, dans l'anus, que ce soit en gynécologie, dans le vagin, ou même dans l'œsophage, ces instruments travaillent constamment et servent à des manipulateurs successifs qui peuvent être pressés par le temps, mal désinfecter leurs instruments, et le suivant va le redésinfecter en pensant que le précédent l'a correctement désinfecté, et il y a sûrement une sous-estimation des maladies nosocomiales, c'est-à-dire des maladies qu'on n'avait pas en entrant à l'hôpital et qu'on a en sortant. Vous voulez dire que 47% des Français ont raison d'avoir peur? Ils ont raison d'avoir peur, et je pense qu'il faut mieux équiper les hôpitaux, mieux enseigner la désinfection des outils, etc. On va donner la parole à Vincent Gardès dans quelques instants, mais les infections nosocomiales, tout le monde se souvient du regretté Guillaume Depardieu qui a priori avait attrapé un staphylocoque doré dans un hôpital. C'est quoi les infections nosocomiales les plus répandues en général? C'est le staphylocoque doré, est-ce qu'il y en a d'autres? Effectivement, c'est le staphylocoque. Docteur Michel Bouly. Oui, effectivement, le staphylocoque doré, mais ça vient surtout par la transmission de personne à personne. Et là, c'est plus de matériel à
à une personne qui serait éventuellement alitée, comme monsieur professeur Nizan parlait des sondes. C'est ça les plus importantes, des infections nosocomiales. Alors moi j'ai un peu de réserve sur les désinfections complètes. Effectivement il a raison, il y a de multiples personnes qui utilisent la même machine, mais sans la rigueur qu'il pourrait y avoir. Donc quand il n'y a pas de rigueur, quand il n'y a pas de formation, on se retrouve avec des problèmes. Alors c'est vrai que des sociétés comme vous allez citer ont mis au point des technologies qui vont permettre de stériliser. Alors pour nous, les sondes vaginales, on voit ça en endoscopie aussi. On a des stérilisations, des protocoles. Avant, on trempait les choses. Maintenant, on n'est plus, on a les trempé. On a avancé. Donc voilà, il y a un progrès, mais arrêtons de faire peur aussi. Mais c'est intéressant de savoir, c'est les chiffres. Combien de patients sont... Est-ce qu'on a des chiffres? Combien de patients sont touchés par ces maladies nosocomiales? Même si c'est qu'une fourchette de chiffres. Imprécis. C'est très imprécis et je vais vous dire. Quand une femme a une infection au papillomavirus, est-ce qu'elle l'a eu par un examen gynécologique où on avait mal protégé la sonde, ou est-ce qu'elle l'a eu par un rapport sexuel va et dit? Il y a une énorme difficulté à avoir des chiffres dans ce domaine. Pareil pour les infections urinaires qui sont aussi extrêmement fréquentes. Pareil pour les infections du site opératoire. On a énormément de mal à avoir des vrais chiffres sur ces sujets. Vincent Gardès, vous êtes le directeur général de Germitech. On a parlé notamment, comme on a deux gynécologues avec nous, des analyses intrusives, et on l'a dit par exemple, ça peut être dans l'ésophage ou dans le rectum pour d'autres pathologies. Vous nous avez expliqué quand on a préparé l'émission que d'habitude, c'est ce que disait le docteur Mouly, on devait frotter avec des lingettes, ce qui n'est pas très écologique et qui n'est pas très sûr a priori, ou alors tremper dans des liquides qui peuvent être dangereux pour les opérateurs et des liquides qu'il faut recycler. Vous avez fait ça avec une machine et vous êtes une entreprise française qui fonctionne avec des UVC, les ultraviolets C. Expliquez-nous comment ça marche. Écoutez, effectivement, Germitech est une société de technologie médicale installée à Bordeaux et on a mis au point un automate, c'est-à-dire un appareil qui fait à peu près la taille d'un mini-bar et qui fonctionne aussi simplement qu'un micro-ondes. Et les UVC, ils sont produits naturellement par la lumière du soleil. Nous en sommes protégés par la couche d'ozone, fort heureusement. Et ils ont la propriété d'être effectivement très virucides et germinicides, c'est-à-dire que des UVC bombardés sur un virus, un germe, une bactérie, un microbe, ça le tue et ça vient en fait détruire sa structure ADN. Donc on a mis au point cet appareil qui permet de mettre la sonde dans la machine et en appuyant sur un bouton et en moins de 2 minutes, la sonde en ressort bien entendu complètement désinfectée. Vous parliez précédemment un petit peu des chiffres et effectivement ils sont parfois un petit peu difficiles à quantifier pour tout ce qui est de désinfection des matériels d'échographie, mais il y a une étude de Santé publique France qui a été publiée le mois dernier qui fait état qu'il y a 5% des patients qui rentrent dans un établissement de santé en France et qui vont y contracter une maladie nosocomiale. C'est-à-dire une personne sur 20 qui va se faire soigner dans un hôpital ou une clinique lors de son séjour et lors de ses examens ou des interventions qu'il va recevoir, va contracter un microbe, une bactérie, un virus. Alors fort heureusement, la plupart du temps, le système immunitaire fait très bien les choses et on s'en débarrasse, mais parfois ça peut donner lieu à beaucoup de sujets. C'est 4000 décès par an, donc c'est plus que le nombre de morts sur les routes tous les ans en France, de gens qui décèdent parce qu'ils ont contracté à l'hôpital ou à la clinique une maladie qu'ils n'avaient pas en y arrivant. Donc c'est un sujet, l'hygiène a fait des progrès considérables au XXe siècle, mais là effectivement depuis 15-20 ans, les chiffres stagnent et ils ont même un petit peu tendance à diminuer et on a voulu nous porter ce regard croisé entre les Français et les praticiens pour voir quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe et comment, bien entendu, on peut essayer d'améliorer cette situation. Vous disiez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure au téléphone à Philippe qu'il fallait cette lingette la frotter 7 minutes. On voit aujourd'hui l'emballement et le monde, d'abord dans les urgences, dans les services hospitaliers. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, professeur, que aujourd'hui, je fais des raccourcis. On n'a plus le temps finalement. On attrape pour soigner. On n'a plus de temps. On est nombreux à se servir des mêmes machines. Il y a des gens compétents qui s'en servent, mais il y a aussi des gens moins compétents qui s'en servent. Vous ne savez pas forcément qui serait servi de la machine juste avant vous. Et nous, on a un principe en médecine, c'est d'abord ne pas nuire.
Il ne faut pas que les gens qui rentrent à l'hôpital et qui vont avoir des examens complémentaires sortent avec des maladies qu'ils n'avaient pas en y venant. Et même si parfois on a plus grave que la maladie pour laquelle ils consultent. Parfois plus grave, parfois moins grave, mais même de toute façon, je pense que on s'est tous insurgés contre la ceinture de sécurité quand elle est sortie. Il y avait plein de gens qui disaient, mais enfin, c'est terminé, tout le monde la met, point. Eh bien, je pense qu'il faut, dans la pratique des examens complémentaires où on introduit des objets, on n'a plus de seringues qu'on réutilise, on réutilisait les seringues avant. La pratique des objets qu'on introduit dans le corps doit se solder par un protocole traçable, c'est-à-dire que la machine qui désinfecte la sonde, j'aimerais bien que quand je viens derrière, je prends la sonde, il y ait un petit ticket qui s'affiche. Validé. Oui. Cette sonde a été dans les UV pendant tant de temps et que je sois sûr qu'en la plaçant dans le vagin d'une de mes patientes, je ne vais pas lui transmettre les virus papillomavirus de la patiente précédente. Oui, alors Michel Mouly. On a parlé clinique, hôpitaux. Donc effectivement, dans les cliniques et les hôpitaux, c'est ce qui se passe et qui doit se passer. Il faut attention, il y a aussi beaucoup d'appareils d'échographie, d'endoscopie, qu'elle soit endovaginale, mais avec un seul praticien le plus souvent. Moi, je vois personnellement, j'ai un appareil depuis 30 ans, j'utilise les petites lingettes que nos autorités nous ont recommandées. Il n'y a que moi, c'est nettoyé régulièrement. Je pense que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette machine qui désinfecte avec les UVC. Mais vous imaginez, je ne sais pas combien il y a. J'ai demandé à monsieur Nizan tout à l'heure, au professeur Nizan, combien il y avait de sondes endovaginales en France et combien d'appareils qui étaient vendus. Je crois que vous allez voir le ratio, il n'est pas extra. Hein. Et justement, le professeur Nizan parlait de tickets montrant qu'on avait bien passé la machine aux UVC. Vous avez une traçabilité, Vincent Gardès ? Et oui, c'est bien entendu une des choses les plus importantes. La traçabilité a été mise en place dans les établissements depuis très longtemps. Elle rassure le patient, elle rassure le praticien, elle rassure bien entendu les gens qui sont en charge de tout ça. Un des inconvénients majeurs avec les techniques couramment utilisées actuellement, que ce soit le trempage ou les lingettes, au-delà des sujets environnementaux, écologiques, qui sont bien entendu déjà en soi un problème, c'est la difficulté de tracer. Si je donne des lingettes à 10 personnes, vous aurez potentiellement des résultats différents. Et comment est-ce que je peux démontrer ou prouver aux patients qu'à chaque examen, la lingette a été correctement passée, et que la sonde qui a donc été utilisée a été désinfectée correctement. C'est peut-être assez facile dans le cas d'un cabinet en ville avec un praticien libéral qui utilise sa propre activité. Dans un hôpital, un service de maternité où il y a beaucoup d'opérateurs différents, du personnel qui tourne, du personnel sous tension, les difficultés actuellement des conditions de travail, c'est très difficile. Et bien entendu, nous, on est partenaires de ces établissements de santé et on est là pour faciliter leur vie au quotidien et essayer de leur apporter des solutions et des outils concrètes pour que peut-être que les 5 ou 6 minutes qu'ils doivent passer à utiliser une lingette, ils les utilisent auprès du patient à faire des choses plus intéressantes parce qu'il y a une machine qui peut faire peut-être la même chose et qui va en apporter la preuve à tout le monde. Docteur Mouly. Alors personnellement, je suis chirurgien, donc comme le disait monsieur Nizan, la traçabilité est importante et dans les blocs opératoires, on a une traçabilité depuis très longtemps. On a vraiment des techniques comme dans les commandants de bord, vous savez, leur checklist. Oui. J'ai introduit en France par exemple le laser vaginal. Mais j'ai un autoclave, comme il le disait. Qu'est-ce que c'est qu'un autoclave ? Un autoclave, c'est un moyen de stériliser, de détruire le vibrion, de détruire tous les virus, d'avoir la sûreté de la non-transmission. Mais tout est noté dans un cahier, tout est noté avec un petit ticket. Ça, c'est une obligation. On ne peut pas se permettre de tremper quelque chose. Et j'en ai vu tellement, et je me bats, comme M. Nizan se bat, pour qu'on ne fasse pas ça, tremper quelque chose et aller passer à l'autre patiente après. Non, mais c'est fini, ça. Vous vouliez réagir, professeur Nizan ? Oui, je voulais réagir parce que même dans un cabinet libéral, il y a ce qu'on appelle la charge de la preuve. Et si une patiente dit... Moi, j'ai été dans ce cabinet-là, j'ai attrapé une maladie sur mon col, j'avais pas de virus avant et j'en avais après. Je pense qu'il faut être en capacité de montrer que le protocole qu'on utilisait est un protocole
totalement sécuritaires. Et ça, de plus en plus, ça fait partie de la bientraitance. Mais est-ce que les patients ne demandent pas ça surtout ? Et d'ailleurs, dans les cabinets libéraux, ça va encore plus vite que dans les hôpitaux, parce que la bientraitance est à l'ordre du jour dans ces cabinets et que les médecins se rendent compte qu'ils ont la charge de la preuve. Mais attention de faire trop peur, attention que depuis 2020 simplement, on a aux femmes de plus de 30 ans, on a maintenant autorisé de faire le test HPV. Sachez qu'avant on faisait simplement le papillomavirus humain. Excusez-moi, vous avez raison, c'est plus simple. Et on faisait qu'un simple frottis. Et on passait à côté de l'HPV. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a évolué. Donc une femme qui vient qui a un frottis normal et qui vous dit après qu'elle a un HPV, mais on ne l'avait pas cherché. Donc on évolue dans nos pratiques, on évolue dans notre sérieux. Et c'est surtout, M. Nizan a été quand même un des grands instructeurs en France. Il est un des grands... moi j'ai toujours une grande estime pour le professeur Nizan. Il y a des règles à respecter. C'est comme dans un avion. On a une checklist, on a des choses à respecter. Mais tout le monde n'est peut-être pas rigoureux comme vous. C'est pour ça que, à côté de chaque machine, surtout quand elle sert à plusieurs, j'aimerais bien que le réflexe soit de suspendre la sonde dans la machine pour que le suivant soit obligé de la chercher là. Voilà. Et que ça donne un ticket qui montre, et qu'on garde dans le dossier, qui montre que la désinfection est faite. J'ai lu dans le... Vous restez avec nous. On revient Idée d'innovation pour Vincent Gardès, qu'on remercie d'ailleurs. Merci beaucoup Vincent Gardès d'avoir été avec nous, directeur général de Germitech. Merci de nous avoir présenté cette innovation. Nos invités restent avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. A tout de suite, c'est les vrais voix responsables jusqu'à 20h. Et les vrais voix responsables, on vous parlait des maladies nosocomiales il y a quelques instants. Et cette fois-ci, on va venir sur la ménopause. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Ménopause, tout peut changer. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Le docteur Michel Mouly est avec nous pour en parler. Gynécologue, chirurgien et cancérologue. Et on a gardé avec nous le professeur Israël Nizan, ancien président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et on va revenir forcément sur ce livre et sur le fait de cette désinformation sur la ménopause des femmes. De se dire que, une fois qu'on est ménopausé, on ne fait plus rien, on ne s'occupe plus de soi, mais c'est là que les vrais problèmes commencent. Alors, effectivement, ce livre, vous savez, je suis passé... En commençant ce livre à 12 millions de femmes ménopausées, en 2 ans et demi, 3 ans, on est passé à 14 millions. Sachez que chaque année maintenant, vous avez 450 000 nouvelles femmes qui sont ménopausées. On était avant, dans les années 80, à plus de 30% des femmes, parce qu'il faut savoir que le premier traitement hormonal de la ménopause en France est arrivé en 70, aux États-Unis en 1940, parce que l'espérance de vie augmentait. Et de ce fait, on s'est rendu compte que les femmes n'étaient pas bien. Et on avait trouvé l'hormone de jouvence, qui était les œstrogènes. Et on a modifié les choses. Donc on s'était rendu compte que les femmes n'allaient pas bien. Et donc on donnait des hormones. On a donné des œstrogènes puis de la progestérone. Et puis un jour, les Américains sont arrivés et ils ont fait le tsunami. Et ils nous ont fait des études, excusez-moi, qui n'avaient aucun sens, qui n'étaient pas avec les bons produits, qui étaient sponsorisés pour essayer de faire passer un produit américain. C'était même pas sponsorisé. C'était financé par un laboratoire américain pour qu'il inonde le monde entier. Ça veut dire qu'ils ont quoi ? Ils ont créé le trouble ? Ah bah oui, ils ont fait un tsunami. C'est-à-dire qu'on est passé de 30% de femmes traitées à peu près dans les années 80 à 2,5 millions, 3 millions. Donc on était dans une bonne dynamique. Et les femmes étaient contentes, elles étaient heureuses, à moins de 500 000 actuellement. C'est-à-dire 5% des femmes. Justement, c'est pas tellement que les femmes étaient heureuses, c'est que la qualité de vie de ces femmes est complètement modifiée. Le traitement hormonal, qui a très mauvaise réputation, diminue le cancer du côlon, on ne le dit jamais, diminue le cancer de l'ovaire. Ils n'ont pas tourné la page quand il y avait eu ça. Diminue l'Alzheimer, diminue les problèmes cardiovasculaires et l'infarctus, diminue l'ostéoporose. Est-ce que vous savez qu'une femme de 80 ans qui se casse le col du fémur a 1 chance sur 4 de décéder et 80% de chances de ne plus rentrer à la maison? Et donc, les femmes ne sont plus traitées, leur qualité de vie diminue. Et pour moi, c'est une question de santé publique. Mais il y a des bonnes nouvelles. Oui. Allez-y. Écoutez, c'est le moment de le dire. Dans mon livre... c'est là que l'émission bascule, hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a des bonnes nouvelles. Donc déjà, les Américains ont fait volte-face. En juillet 2022, la NAMS, qu'on appelle, ce qui est la société savante américaine, a dit « Oh là là, les Français ou les Européens, mais nous les Français, on est bons, hein, on est très bons. Les hormones
bioidentiques, c'est-à-dire les hormones naturelles françaises, doivent être recommandées dès le début de la ménopause, sans limite de durée, pour améliorer, comme le professeur Nizan disait, la qualité de vie, éviter les risques de fractures et améliorer le risque cardiovasculaire, lutter contre ça. Donc déjà tout ça, et sans limite de durée. Mais docteur Mouly, on parle souvent de la ménopause, mais on parle aussi de la préménopause. Oui. Comment ça se passe? Quels sont les symptômes de la préménopause par rapport à la ménopause pour les auditrices qui nous écoutent et qui ne sont pas traitées, par exemple? Alors, théoriquement, la ménopause, j'ai bien théoriquement, la ménopause va arriver entre 45 et 55 ans avec un âge critique, enfin l'âge critique entre guillemets, de 51 ans. Mais il faut savoir que quand on a une ménopause à 51 ans, ça va être précédé par des signes, par des troubles, par des variations d'hormones. Et notamment, il y a une hormone qui va commencer à diminuer, qui s'appelle la progestérone. Et il y a les œstrogènes qui peuvent aussi osciller. On voit tout. On voit de tout. Et là, c'est la mauvaise période aussi pour certaines femmes. Il faut être très vigilant parce que si on n'écoute pas les femmes, si on n'est pas bienveillant, on risque de passer cette mauvaise période de préménopause qui peut durer de 2 à 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ah oui. Et vous avez des bouffées de chaleur, par exemple, qui peuvent durer jusqu'à 11 ans. Je confirme. Ah, bon. Même au-delà. Même au-delà, parce que moi, je vois, j'ai des patients qui ont 85, 90 ans. Elle dit, on m'a dit d'arrêter le traitement, mais attendez docteur, j'ai des bouffées de chaleur qui reviennent. Donc vous imaginez, chaque ménopause est différente, chaque femme a sa ménopause. Donc vous avez la préménopause. Et alors, il y a le terme que je disais la dernière fois, j'étais venu sur votre plateau avec Brigitte Lahaye, elle parlait de post-ménopause. C'est un terme que je ne veux plus qu'on en parle. Enfin, j'aimerais qu'on ne parle, qu'on n'utilise plus. Parce que comme on le disait en tout début de discussion, on a la préménopause, avec autour de la ménopause, la périménopause, c'est-à-dire des variations. Mais après, il n'y a pas de post-ménopause. La post-ménopause, on sort les pieds devant. Oui, c'est ça. C'est ça. Je voudrais inciter toutes les femmes qui nous écoutent et qui arrivent à cette période à faire un examen cardiologique. Il y a probablement 10 000 décès de trop chez les femmes après la ménopause, parce que les symptômes de l'infarctus chez la femme sont différents, et que surtout quand elles arrivent dans les hôpitaux et qu'elles disent leurs symptômes, on ne les croit pas et on n'en tient pas compte. Et donc il y a une association qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, qui est présidée par Claire Mounier-Veillé, qui essaye d'éveiller justement les femmes à faire un examen cardiovasculaire au moment de la ménopause. Rien que ça permettrait déjà de sauver beaucoup de femmes, parce que ces infarctus qui tuent, c'est pas normal. Et qui augmentent quand on regarde les chiffres. Donc la ménopause et son action se prévient, on agit très tôt. Et moi je coach mes patientes. Les patientes sont coachées. Quand j'ai une patiente de 25 ou 30 ans, je lui parle déjà de ce qui va se passer après. D'accord ? Donc je lui dis, il va falloir faire ça même pendant les grossesses. Ensuite, il n'y a pas toutes les femmes. Vous avez 10 à 20% des femmes qui vont passer ça, mais alors finger in the noise, comme on dit, ça va être très facile. Mais 80% vont avoir 1, 2, 3 signes. Et un signe, comme le disait le professeur Nizan, vous avez 200 femmes qui meurent tous les jours de maladies cardiovasculaires. 200 femmes, on ne peut pas accepter ça. Oui, mais ce qui est incompréhensible, c'est que, alors vous êtes très pédagogue visiblement, est-ce que c'est pas le rôle aussi des gynécologues? Alors il y a peut-être des chiffres qui disent que certaines femmes ne vont jamais consulter, ou trop rarement, parce que c'est passé un certain âge, il faut y aller assez régulièrement. Mais est-ce que c'est au rôle, ce que vous dites? Il y a plein de choses que j'apprends, même personnellement. Chère Cécile, je vais être pas gentil avec vous. Eh ben allez-y. Je peux? Ah oui, bien sûr. Alors, quand les Américains de Tsunami 2002 ont annoncé ça tue par les maladies cardiovasculaires et par le cancer du sein, alors les médias, elles se sont mis à cœur joie. Que ce soit les médias, moi, je les suis pas radios. Journaliste, je m'en fiche, allez-y. Vous n'y étiez pas encore, peut-être. Je ne suis toujours pas. Les médias, les journaux, et on n'a rien vu, parce que nous, qui sommes avec le professeur Nizan dans les sociétés savantes, mais dès le départ on leur dit mais ils se sont trompés, s'il vous plaît réagissez. Et c'est pour ça que personnellement, au bout d'un certain nombre d'années, en tant que chirurgien cancérologue, on m'a dit, vous savez, t'es criminel, tu donnes des traitements hormonaux de la ménopause. J'ai dit comment? Je tue mes patientes? Professeur Nizan, il y a 2 sortes d'informations en médecine, les bonnes et les mauvaises. Il n'y a pas des intermédiaires. Non, parce que les informations qu'on peut avoir dans les conversations au bar ne sont pas des bonnes informations. Si vous voulez des bonnes informations sur la ménopause, il y a un site qui s'appelle le GEMVI, G-E-M-V-I, groupe d'études de la ménopause et du vieillissement, où il y a
toutes les publications, toute la science sur la ménopause et où les femmes peuvent aller se renseigner parce qu'il est grand public. Alors, on le mettra sur nos réseaux sociaux. Je le sais, le GEMVI c'est très bien, mais ça fait un certain nombre d'années qu'il existe. Oui. Où est-il sur les vrais médias ? Alors, je sais qu'une de mes collègues que connaît très bien Monsieur Nizan a fait un livre. Moi, j'ai fait un livre parce que je veux qu'on intervienne sur les médias, sur les politiques. Et Catherine Cerizet veut réagir. Oui, moi je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est qu'il y a une pénurie de gynécologues et de gynécologues médicaux. Ouais. C'est-à-dire il y a beaucoup de gynécologues obstétriciens, il y a des sages-femmes, etc. Et puis la femme, eh bien, quand elle ne procrée plus, eh bien, voilà. Elle sort des radars. Elle sort des radars, exactement. Et on a du mal à trouver, y compris dans des grandes villes, des gynécologues médicaux qui sont des spécialistes de la ménopause, comme vos deux invités qui sont des... vous avez le top niveau. Oui, bah là, on est bien entouré. Il peut rien nous arriver. Vous avez certainement débattu sur les déserts médicaux. Bien sûr, oh là là, énormément. Oui, bien sûr. Nous, on les avait prévenus, ça fait 20 ans qu'il allait avoir un manque de médecins. Mais le pire, et c'est ce qu'on disait, ce sont les déserts cérébraux. Déserts cérébraux des médecins. Comment ne peut-on pas savoir que les traitements, quand on s'informe, quand on se cultive, on a des obligations de savoir que ce que monsieur le professeur Nizan dit, ce que je dis, ce que le GEMVI dit, pourquoi il ne s'informe pas ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Non. Parce que quand on donne soi-disant un traitement hormonal de la ménopause, comme le disaient les Américains, ça donne le cancer du sein. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a peur de la judiciarisation. Mais ce que savent pas les médecins qui ne donnent pas de traitements hormonaux, c'est que bientôt, quand une femme va mourir ou quelqu'un va avoir son infarctus, ou avoir sa fracture qui va l'immobiliser, ou va avoir des troubles de la mémoire, on va porter plainte. Et le cancer du sein, maintenant, ça va être quelque chose qui va... Enfin, du moins chez la femme qui est ménopausée, pas chez la femme avant, parce qu'avant, ça reste des cancers plutôt génétiques. Eh bien, ces femmes-là vont bientôt porter plainte. Donc, je leur dis, faites attention. Parce que c'est pas le cancer du sein qu'on va vous attaquer, c'est sur autre chose. Oui. Professeur Nizan. La ménopause est un tournant de la vie, comme la puberté. Et ce qu'elle signe, c'est qu'on ne fera plus d'enfants. Mais il n'y a aucune raison que le vieillissement accéléré qu'occasionne la ménopause, que ne vivent pas les hommes, encore une injustice. Pas tout de suite, hein. Il y a l'andropause. Que ce vieillissement... Oui. Non, il n'y a pas d'andropause. Que le vieillissement accéléré de la ménopause ne soit pas combattu par des moyens. Je propose une consultation pour toutes les femmes entre 45 et 50 ans qui soit une vraie consultation complète. Oui, je crois que vous avez réagi sur l'andropause. Mais vous aussi, vous avez réagi. Oui. Non, mais pas pour moi, mais parce que j'en ai entendu parler. Alors, 10 à 20% des hommes de plus de 50 ans ont une andropause et 50% des hommes après 70 ans ont une andropause. Ça veut dire que 100% des femmes sont ménopausées. Donc c'est la même chose. Mais il faut savoir que nous, on a de la chance parce qu'on a des médicaments, on peut traiter certaines choses et notre espérance de vie n'est pas la même. Et nous, on n'a pas une vie comme les femmes ont pu avoir, avec les grossesses, l'endométriose, les règles, et puis arrive la ménopause qui, vous vous rendez compte, 80% des femmes devraient être traitées. Elles ne le sont pas, avec tous les troubles musculo-squelettiques, et puis les dépressions, et la prise de poids. Et l'arthrose. Enfin, tous ces problèmes, l'ostéoporose, tout ça. Tout ça sur nos petites épaules. Et moi, je travaille avec quelqu'un qui fait de l'angropause. C'est très différent. Allez. C'est le nouveau mot de la néologisme pour le surpoids. Vous avez parlé de double peine. Moi, je parle de triple peine qu'on fait actuellement aux femmes avec l'âge de la retraite. Si vous voulez qu'on fasse un peu de politique, on peut. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Merci mille fois, en tout cas, d'avoir été avec nous, professeur Nizan. Et on reste avec Michel Mouly et on va parler du cancer du sein dans quelques instants. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. Et les vrais voix responsables, on parle à fond dans la santé ce soir. On vous donne des vrais bons conseils. Michel Mouly est avec nous, gynécologue, chirurgien, cancérologue. Et je vous conseille ardemment ce livre qui s'appelle Ménopause, tout peut changer. Et c'est extrêmement positif parce que c'est l'intérêt forcément d'un livre, c'est d'apporter des vraies solutions. Et puis aussi un sujet important, la précarité face au cancer du sein. Catherine Cerizet est avec nous, administratrice d'Europa
Europa Donna France. Merci, on vous a entendu tout à l'heure, mais merci en tout cas d'être avec nous ce soir sur d'abord le cancer du sein, qui concerne énormément de femmes aujourd'hui, et la façon de le gérer. Et c'est aussi l'intérêt de cette association, en tout cas ce serait plus un mouvement, un collectif ou une association. C'est un peu du tout, parce que c'est vraiment de l'accompagnement, que ce soit avant et après. Oui, alors Europa Donna fait partie d'un collectif européen de 47 pays. Donc nous, on est la branche française. Et effectivement, on informe. Et ça, c'est très important. On parlait d'information. C'est vraiment important d'informer les femmes pour le dépistage, donc avant, et puis pendant le cancer, on accompagne les femmes qui sont évidemment touchées, et on a un rôle militant pour justement essayer de faire en sorte de faire disparaître ces inégalités alors moi j'aime pas le mot prise en charge, j'aime bien le mot prise en soin, je trouve ça plus joli. En anglais on a le care et le cure, en français on n'a que prise en charge, on n'est pas une charge, donc voilà, des inégalités de prise en soin, même si on a un très bon système de santé en France, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais vous avez été malade. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté les carences qu'il y avait dans le système de prise en soin, pour vous citer, que vous vous êtes engagé dans ce combat auprès de Europa Donna ? Oui, je pense. Alors moi, j'ai eu une maladie qui a été assez longue, parce que j'ai été malade en 2000 et je suis sortie des traitements en 2008. Et j'ai ouvert un blog d'information sur le cancer du sein, parce que j'étais persuadée qu'une patiente bien informée était une patiente mieux soignée. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait rentrer dans le milieu associatif pour justement peser dans les décisions. Aujourd'hui, vous accompagnez 10 000 personnes par an, ce qui est assez énorme. Est-ce que, on le sait, quand on est malade, en tout cas on le voit, on a tous quelqu'un autour de nous, l'accompagnement psychologique fait aussi beaucoup. Alors, l'accompagnement psychologique, il est absolument essentiel, parce que ça touche absolument toutes les femmes. Quand on vous annonce un cancer, c'est un tsunami. On a un dispositif d'annonce aujourd'hui depuis 2004 qui a essayé de pallier à la demande des patients de ne pas nous annoncer un cancer entre deux portes un vendredi soir. Mais on a répondu à une demande de plus d'humanité, finalement, par quelque chose de très cadré et qui ne remplit pas son rôle. Et puis ensuite, quand on perd ses cheveux, quand on perd un sein, quand votre mari vous quitte, quand vous perdez un pouvoir d'achat, etc. Eh bien, oui. Et puis, une chose importante, c'est l'après-cancer. L'après-cancer est une période qu'on sous-estime complètement. Lorsque vous n'êtes plus accompagné par votre équipe de soins, l'après-cancer est redoutable, parce que vous revenez dans la vraie vie. Pour les autres, l'entourage, c'est terminé, mais pour vous, ça ne l'est pas. Vous accompagnez 10 000 personnes par an, pas seulement des malades, mais aussi des familles. Est-ce que, et ça vous concerne tous les deux, le pronostic de guérison est meilleur quand on est bien accompagné, pas seulement médicalement, mais socialement, psychologiquement, etc. Alors, toutes les informations qu'on peut donner et qu'on ne donne pas. Je vais vous donner un exemple de l'activité physique. Ça réduit de 30 à 40% le risque de récidive d'un cancer. Ça fabrique, pour une femme qui malheureusement ne peut plus prendre d'hormones. Alors, plus prendre d'hormones, on en revient. Le paradigme va changer. On est en train, grâce aux études scandinaves, de pouvoir donner des traitements hormonaux au cancer du sein précoce. Mais je reviens. L'activité physique, c'est important. Ça va fabriquer nos fameuses endorphines, la dopamine, la sérotonine. Et donc, on va avoir des femmes qui vont être encore plus vaillantes, enfin voilà, ça va être des combattantes. On a fait toute une émission sur l'importance du muscle, en tout cas. Mais j'étais pas là. Oui. Non, mais c'était fascinant quand même. Pardon. Ouais, c'est dommage. Et en plus, l'activité physique adaptée est le seul remède contre la fatigue. Et on est très fatigué quand on est en traitement. Oui. Est-il exact qu'il y a une inégalité de soins, et notamment au meilleur traitement? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, vous parliez de précarité. La précarité, pour les personnes, c'est la précarité économique. Mais il y a aussi la précarité psychologique, il y a la précarité, psychologique, précarité psychologique, précarité régionale.
Pourquoi ? Parce que la précarité géographique, quand vous êtes loin d'un centre, on a de très bons centres. Oui. Quand vous êtes loin d'un centre, quand vous n'avez pas de médecin traitant, quand vous n'avez pas d'échographie ou de mammographie à côté de chez vous, eh ben vous faites moins votre dépistage. Et on sait très bien qu'un dépistage dépisté tôt, un cancer dépisté tôt est un cancer qui sera mieux soigné et qui éventuellement vous sauvera la vie. Ça vous sauvera la vie. Donc il y a sur le territoire français une inégalité d'accès. Alors après, maintenant, de là à dire que les médicaments, on ne les a pas, comparons-nous. Nous, on est quand même une association européenne. J'ai rencontré des femmes en Pologne, dans l'est de l'Europe. Elles, leur combat, c'est pas l'activité physique adaptée et l'accompagnement, c'est l'accès aux médicaments qui va lui sauver la vie. Donc voilà, moi je pense, alors là je parle aussi en mon nom, mais je pense qu'il ne faut pas fustiger la France, on a un très bon système de santé, mais effectivement, il y a des disparités régionales qui sont importantes et notre système de santé souffre, on le sait, et donc les patients souffrent. Il y a une question qui se pose, et comme on a un médecin avec nous, on va lui en parler. Est-ce que les traitements du cancer du sein progressent ? Il y a plusieurs types de cancer du sein, et on a entendu par exemple parler récemment d'un vaccin à base d'ARN messager contre le cancer du pancréas. Est-ce que ça pourrait être une thérapeutique à envisager pour le cancer du sein ? Que l'immunothérapie, on s'en sert beaucoup, puisque dans certains types de cancer du sein, on utilise une molécule depuis les années 2000, qui est une molécule qui cible une protéine et qui est une immunothérapie. C'est pour ça que moi j'ai des jugements un peu avec recul sur l'ARN messager utilisé comme on l'a utilisé, parce que nous on fait attention au cœur et on surveille les femmes pendant 5 ans après avoir utilisé une immunothérapie, vous imaginez. Ah oui, il y a une surveillance pendant 5 ans. Ouais. Donc je veux dire, voilà, je fais attention. On a fait de l'immunothérapie sur certains types de cancers et qui marchent très très bien, mais il faut savoir que quand on fait une immunothérapie, c'est sur des gens malades. C'est pas sur des gens sains. C'est pour revenir sur le principe de l'immunothérapie. D'accord. Et moi, par exemple, elle parlait de l'après-cancer. J'ai 2 grosses anecdotes qui me sont arrivées. Je sais pas si je pourrais vous le dire. La première, c'était dans les années 2000. On était parti, tout l'Institut Gustave Roussy au Brésil. On a eu de la chance de faire femmes et cancer. Et on présentait un médicament qui est une anti-aromatase. C'est les molécules qu'on donne aux femmes qui sont ménopausées et qui ont un cancer du sein. Donc toutes, elles devaient avoir ça. Mais on oublie qu'on avait des femmes, qu'on allait leur mettre de l'ostéoporose, des douleurs musculaires et articulaires, qu'on leur mette une sécheresse du vagin, qu'elles allaient être dans un sale état. Donc je me lève et je dis, mais pourquoi vous traitez avec une bombe atomique quelqu'un vous pourrez traiter avec un petit missile bien ciblé, c'est pas la peine. On a une molécule qui était le tamoxifène. D'ailleurs, j'ai fait un papier avec une des responsables. Une molécule française d'ailleurs. Molécule française qui valait à l'époque 90 francs et qui, l'autre molécule, valait 900 francs. Donc vous voyez un petit peu le truc. Et on a donné à toutes les femmes ces molécules avec tous les effets secondaires. Moi, j'ai quand même un certain âge, un recul, et je vois les femmes, comment elles vivent. Et donc j'ai levé le doigt, j'ai dit, mon collègue qui est devenu grand professeur maintenant, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec le vagin des femmes ? Ah oui. Ah oui. Heureusement, il y avait des femmes gynécologues qui étaient là, enfin des oncologues femmes, qui m'ont dit c'est bien qu'un gynécologue soit là pour parler de la qualité de vie des femmes. C'est une catastrophe. On les écoute pas, on les conseille pas. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est extrêmement important. Vous parliez d'accompagnement. Aujourd'hui, on a des nouvelles thérapies. On n'a plus que la chimiothérapie. On a des nouvelles thérapies qui sont des thérapies orales. C'est très très bien. Mais en ville, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un médecin généraliste, il voit combien ? 10 femmes qui ont un cancer du sein par an. Il ne connaît pas les nouvelles thérapies. Donc comment on est accompagné ? Donc les associations, c'est notre rôle. Mais notre rôle, l'État ne doit pas se décharger sur les associations. On est exsangue, on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup d'associations, on fait beaucoup de choses, mais voilà, il faut organiser le système de santé au même rythme que les nouvelles molécules arrivent sur le marché, parce que ça crée d'autres problèmes. Merci beaucoup en tout cas Catherine Cerizet, administratrice d'Europa Donna France, justement, et ancienne patiente atteinte du cancer du sein. Merci d'avoir été avec nous, et je vous conseille ce livre, Dr Michel Mouly, Ménopause, tout peut changer, la solution
solutions et les solutions. Merci mille fois en tout cas de nous avoir éclairé sur ces sujets passionnants et très intéressants. Dans un instant, notre ami Yvan Cujus. Ah bah oui, et puis on est le 21 juin, donc c'est une spéciale fête de la musique. En direct. Et c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Bon anniversaire, madame. Voilà. Happy birthday to you. Merci, je vais aller dîner avec elle. Parfait. Très bien, merci à notre équipe et on se retrouve demain à 17h. Merci d'avoir fait ce petit clin d'œil. Avec Philippe David, passez une très belle soirée. Salut.